Bonjour à tous, c'est Grand Angle. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons ensemble découvrir M. Pascal Lissouba. Nous sommes le 16 avril 1991, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant son élection à la magistrature suprême. Venu tout droit de l'UNESCO à Paris, absent du Congo de 1979 à 1990 et malgré l'éloignement, l'intérêt de Pascal Lissouba pour la politique congolaise est toujours aussi vivace que jamais. Révolutionnaire bantin dans les années 60 et 70, il se convertira plus tard au libéralisme et au multipartisme sans trop de difficultés. Pascal Lissouba, celui que ses partisans appellent affectueusement le professeur, revient donc au Congo pour prendre part au grand rendez-vous politique du moment, la conférence nationale. À cette occasion, il présentera un document intitulé « Instauration et organisation de la démocratie au Congo pour le redressement, le développement et l'unité ». Dans cette émission animée par deux grands journalistes de Télé Congo, à savoir Joseph Bitala Bitemo et Bertin Osenza, Pascal Lissouba déroule sa vision et son projet pour le Congo. Je vous invite donc à le suivre et à vous d'apprécier. Mikhail Gorbachev mevutukila mbanza Moscow wapi ndambu uyandi leri nyani mekuza kukuma yani mekuza kupesa mabanza yandi na bimwa sensangu yani mekuza kuzabisa bawu nyoso ina andivandiki na ya yacheka Jacqueline Gonga mutingo mekato kuzabisa bana nyusi na kulanda betu kanisa bene melanda muti betu betu atiki vukisi pamba fesa muti ni yanzi mutu nataka diambu ya itina kati Afrika. La presse congolaise, notre presse, se retrouve désormais dans sa légitimité après être longtemps considérée par le fait monolithique comme simple moyen de propagande. Des considérations qui avaient du coup exclu le caractère juridique que devait logiquement revêtir le contrôle exercé sur l'ensemble du système médiatique congolais. Le ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications a fait une visite surprise ce matin à la télévision congolaise, visite qui rentre dans le cadre des contacts entre le ministère et les services relevant de sa compétence. Gouvernement ya transition et Kambemi na André Milongo bangonde bawiti ko sangana to landa maso na bilili. Flashback. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir sur notre plateau le professeur Pascal Lissouba. Il est ingénieur agronome, docteur d'État et sciences, ancien Premier ministre sous le régime du président Massamba Deba. Tenez-vous bien. Lorsque le professeur Pascal Lissouba en arrive aux affaires, moi qui vous parle, j'ai pratiquement 10 ans, puisque c'est pratiquement en 1963 qu'il est Premier ministre du régime de Massamba Deba, et cela jusqu'en 1966. Alors, une question se pose. La jeune génération que nous constituons aujourd'hui ne connaît pas le professeur Pascal Lissouba. Alors, professeur, qui êtes-vous? Mais je pense que vous avez déjà commencé à amorcer le curriculum vitae. Effectivement, je suis ingénieur d'agriculture et en même temps, comme vous l'avez indiqué, biologiste, spécialisé plutôt en génétique. J'ai eu une double formation, car celle-là, c'est une formation universitaire. Aux côtés de cette formation universitaire, je dois le reconnaître aujourd'hui, que mon éducation technique, j'allais dire, a été d'abord interrompue par le président Youlou, qui en a assuré après le perfectionnement. Le président Youlou avait délégué son ambassadeur Feu Bikoumou à ma soutenance de thèse à la Sorbonne. Aussitôt après cette soutenance, et pour la première fois, me semble-t-il, j'ai été sacré maître de conférence et titulaire d'une bourse pour aller aux États-Unis et aux Indes pour présenter d'abord mes travaux de recherche et en même temps les approfondir si besoin était. Le président Youlou a envoyé directement un télégramme au général de Gaulle lui demandant, le remerciant d'abord d'avoir assuré la formation des Congolais
mais et précisant sa préoccupation de voir ces mêmes chercheurs ou scientifiques congolais repris par la France. Le général de Gaulle, malgré toutes les explications que lui ont fournies un de mes maîtres qui était son conseiller scientifique, a tenu bon et m'a demandé de rejoindre le Congo. Me voici au Congo et je n'ai pas cherché à rencontrer le président Yulu, lui non plus, mais il m'a fait comprendre par un certain nombre d'actes qu'il a pris qu'il ne fallait rien regretter et qu'il allait assurer cette perfection de mon éducation. C'est ainsi que j'ai tour à tour, d'abord directeur des services agricoles, il m'a fait comprendre qu'il me valait mieux que j'apprenne le Congo profond, que je le comprenne. Et effectivement, j'ai parcouru tout notre pays pendant cette période. Et j'en connais à peu près les moindres recoins, et ça a été très agréable et très instructif. Mais ce n'est pas tout. Le président Yulu m'a demandé de m'associer à l'équipe qu'il a envoyée à la CE. Ce sont les premières négociations de la Commission économique européenne avec les Africains, Caraïbes et Malgaches associés. Et cela a été également très instructif. J'ai été comme une éponge, j'ai imbibé tout cela avec beaucoup de plaisir. Et au retour, il m'a demandé également de m'associer à l'équipe, toute formée d'Européens, qui préparait le plan de ce pays. Ce n'est pas tout. Il m'a envoyé à Addis Abeba pour l'organisation de l'unité africaine. J'étais dans les commissions. Ce n'est pas tout. J'étais dans ses bagages lorsqu'il a visité la Guinée. Et là, il y a eu un épisode assez amusant, mais je crois que le temps presse. J'aurais pu vous le raconter. C'est au cours de cet épisode que le président Yulu, qui était parti, en fait, pour négocier l'acquisition de la bauxite pour le barrage du Kwilu, dans son premier discours, sa première mouture de discours, le président Yulu avait indiqué clairement qu'il voulait la bauxite. Et au fur et à mesure où nous discutions avec le président Sékou Touré, je me rendais compte que cette présentation n'était pas appropriée. Nous avons préparé un autre discours au président Yulu qui a surpris Sékou Touré. D'abord, ce discours était ponctué d'applaudissements, c'était un discours extraordinaire. Et c'est Sékou Touré lui-même, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, qui a promis, au nom du peuple de Guinée, de donner la bauxite au Congo pour son barrage. Malheureusement, cette promesse, il l'avait liée au président Yulu et dès que le président Yulu a été démis de ses fonctions, il n'a jamais voulu se défaire de sa promesse. Après cela, j'ai été associé avec le président Massamba Deba et Bikouma pour aller négocier un certain nombre d'accords au Benelux, Belgique, Allemagne, Suisse, et je suis revenu. Vous voyez donc que, en dehors de cette formation scientifique que vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure, j'ai été, grâce à la diligence de cet homme, remarquable au demeurant. Il était bien sûr Lari, il aimait bien son ethnie, mais c'était un très grand Congolais. Et ceci m'amène à dire une chose. Au demeurant, par les temps qui courent, que ceux qui nous ont précédés, je fais allusion à Yulu, je fais allusion à Massamba Deba, je fais allusion à Opango, qui m'a également pris en affection d'une manière assez touchante, qu'on parle du mausolée pour la réhabilitation de la mémoire de Massamba Deba et de Yulu, mais je crois qu'il faudrait associer également Opango. Je crois qu'il faudrait associer également celui que j'ai moins connu parce que j'étais très jeune à l'époque, Félix Tshikaya. Je crois que ce sont des grands hommes, ils nous ont laissé un héritage. Ils nous ont laissé un Congo uni. Souvenez-vous, vous étiez encore très jeune, vous l'avez rappelé tout à l'heure, souvenez-vous s'il vous plaît, que lorsque, en 63, je n'étais pas là, mais on me l'a rapporté, je pense que c'est correct, car je me suis informé auprès de lui-même au Opango. On proposait au Opango de prendre la succession de Yulu, d'être le Premier ministre. Il a répondu, je ne serai jamais dans un gouvernement dans lequel Fulbert ne s'y trouve pas. C'est remarquable. Voilà déjà un gage de cette unité que nous recherchons aujourd'hui, qu'il serait peut-être souhaitable de préserver contre vents et marées. Bien, professeur Lissouba, bonsoir.
Bonsoir. J'ai été sensible à cette esquisse qui rappelle un peu votre passé. Il y a certaines choses que je n'ai pas entendues, que j'aurais bien voulu vous demander. Mais enfin, comme pour restituer un peu l'émission qui a pour titre « Le Congo a rendez-vous avec l'histoire », j'aimerais tout de même qu'on parle du présent. Si vous le voulez bien, avec votre permission, nous allons peut-être faire un petit tour en arrière, mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est le présent. Parlons de ce qui se passe en ce moment à la conférence nationale. Je disais donc qu'il s'agit pour moi de chercher à restituer un peu le contexte de l'émission. Et ma première question serait de vous demander si, à votre avis, la conférence nationale marque l'histoire de notre pays. Tout à fait. Vous l'avez dit vous-même au cours de votre journal parlé, que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir. C'est un moment intense, c'est un moment historique, mais prenons garde tout de même. Prenons garde car vous avez dit tout à l'heure, en citant Ruffier, que la démocratie c'est la plus belle chose qui existe au monde, mais elle a également des tentations, elle est également sur une pente, on peut facilement déborder. Il faut donc que nous sachions maîtriser ces temps intenses d'émotion, car effectivement j'étais troublé. Et j'ai vu même que vous avez braqué vos caméras sur un individu, je crois qu'il se sentait déjà très mal. Cela montre l'intensité de l'émotion. Mais cette émotion, pour la dominer complètement, il faut que nous puissions présenter à notre peuple, en même temps que tout cela, autre chose qui puisse rappeler son unité. Car voyez-vous, tout ceci peut se passer sans commentaire, peut rentrer dans notre société sans problème. Mais il va y avoir des élections. Et ces élections vont être très dures, déjà que pour un poste ministériel de Premier ministre qui va durer peut-être 1 an. Regardez la tension, déjà regardez les conflits que cela génère. Qu'est-ce que ce sera lorsqu'il s'agira de la magistrature suprême? Autrement dit, ce qui vous choque le plus, c'est cette tension qui prévaut. Cette tension dans la mesure où elle n'est pas contrebalancée avec quelque chose d'autre qui puisse nous ramener vers les objectifs concrets que attend le peuple. Est-ce que vous ne pensez pas que ça répond au jeu démocratique à proprement parler? Si, ça répond au jeu démocratique, je l'ai bien souligné, mais le jeu démocratique doit être maîtrisé si nous ne voulons pas qu'il déborde. Car la démocratie n'est pas simplement tout bon. La démocratie a des contraintes. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée sur cette question précise? Mais je viens de vous le dire. Voyez-vous, la démocratie, la première contrainte, le premier danger de la démocratie, c'est, si vous voulez, l'argent. C'est lorsque l'argent s'en mêle, l'éthique disparaît dans une large mesure. Car dites-vous bien que très souvent, avec la libre concurrence, il n'y a pas d'éthique, car il s'agit de gagner. Et parfois, tous les coups sont bons pour gagner. Professeur Lissouba, dans votre déclaration, vous dites, parlant de votre spécialité, tout de même vous êtes un homme des sciences, vous dites que la science n'est pas que savoir, la science est pouvoir. J'aurais voulu inverser un peu pour ne pas vous demander simplement le pouvoir de la science, qui est tout à fait évident, mais j'aimerais plutôt vous demander quelque chose sur le pouvoir politique. Est-ce qu'à votre avis, le pouvoir politique a un prix? Bien sûr, le pouvoir politique a un prix. Le pouvoir politique a un prix dans la mesure où on en fait un objectif et non pas un moyen. Dans ces conditions-là, le prix est difficilement mesurable, car il peut conduire à la destruction des vies humaines. Quand je dis la science est également pouvoir, il faut simplement se mettre à l'idée que la science est d'abord un outil, surtout lorsque on se réfère à la science et la technologie. Parce que la science en tant que telle, c'est difficilement perceptible au commun de nos compatriotes. La science, c'est mystérieux, c'est des laboratoires, etc. Lorsqu'on parle de technologie, on commence peut-être à mieux saisir la chose. Tenez, nous avons ici devant nous une technologie, vous voyez, nous avons une caméra, etc. C'est une technologie, etc. Donc, et ça c'est palpable.
C'est donc un outil. Et dans le genre humain, l'espèce humaine, l'outil est le facteur sélectif le plus puissant. C'est-à-dire que celui qui a l'outil le plus performant, c'est celui-là qui gagne. Et si vous donnez ce pouvoir à un homme politique, et que si les scientifiques ne sont pas là pour faire jouer l'éthique, c'est-à-dire pour calmer un tout petit peu le jeu, la science peut être destructrice. Alors, cela me fait penser à une assertion de Georges Burdeau, vous êtes un homme des sciences, vous connaissez bien, c'est une virtuose de la science politique qui compare l'homme politique à un sorcier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment lorsqu'on peut tuer pour le pouvoir? Et dans la même lancée, puisque nous y sommes, est-ce que l'assassinat politique est un fait de civilisation ou une fin en soi? Mais cela est lié à ce que je disais tout à l'heure, la notion de pouvoir lorsqu'elle devient un objectif, lorsqu'elle devient absolument ce qu'il faut. Et dans notre pays, ce problème est crucial. Dans notre pays, si on doit y revenir tout à l'heure, le pouvoir est le problème clé. Peut-être que on ne tuera plus au sens crapuleux, tel que ça se développe et ça s'explique tout au long de ces journées et depuis une quinzaine de jours. Mais il y a également une autre façon de tuer, la calomnie, la médisance. On peut tuer politiquement quelqu'un. C'est Staline qui disait, quand on veut écarter un homme politique, on le tue, mais on le tue politiquement. Autrement dit, vous n'avez jamais, de près ou de loin, fait tuer. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir commis des actes dans ce sens? Écoutez, la transparence que j'ai essayé de développer tout au long de ma formation et tout au long de mon travail, je pensais qu'elle était suffisante pour ne pas me valoir de telles questions. Je n'ai jamais cherché à faire du pouvoir un objectif. À preuve, depuis 23 ans, 24 ans, j'ai dit non au pouvoir dans des conditions obscures et je vis du fait de mon propre travail. Je suis dans une organisation internationale. Je pense que j'honore mon pays et je n'avais pas besoin de cela. Pour moi, j'ai manqué de le préciser dans le curriculum vitae d'entrée de jeu. Et voyez-vous, je vous ai rappelé à dessein que j'étais destiné à j'avais d'autres objectifs. Dites-vous bien que le travail que j'ai fait de mon temps devait me conduire au prix Nobel avec un tout petit peu de chance. J'ai sacrifié cela pour venir dans mon pays, mais j'ai toujours en moi, j'avais toujours, et je pense que je l'ai toujours, cette envie de revenir à l'alma mater. Et j'y suis revenu à plusieurs reprises, reprendre la blouse, enseigner, etc. Je n'avais pas du tout l'âme d'un politicien. On m'a formé pour aider mon pays, c'est ce qu'a fait le président Youlou, et je m'en sens un tout petit peu son héritier, car je vais vous révéler également un petit fait assez amusant. Lorsqu'il m'a laissé en Guinée pour parfaire l'étude du PDG, le Parti démocratique guinéen, il voulait faire un parti unique. Et c'est M. Bazinga, son ministre de l'Information, qui était chargé de chapeauter, de présider cette commission appelée à élaborer son parti. Il a demandé à Matsokota qui a refusé, parce que les orientations, disait-il, n'étaient pas claires. Et on me l'a demandé également, j'ai été tenté de refuser. C'est le ministre Bazinga qui m'a forcé. Et lorsque je demanderai au ministre Bazinga, mais quelle orientation voulez-vous donner à ce parti unique? Tenez-vous bien, et M. Bazinga est dans la conférence, je pense que son témoignage peut être précieux à ce sujet, il a dit sensibilité gauche. Alors, autrement dit, il y a parmi ceux qui ont dirigé avec vous le pays, nous sommes dans les années 63-65 plus précisément, quelqu'un qui a demandé pardon au nom de toute l'équipe à l'époque au pouvoir. Dans votre déclaration, vous n'avez pas demandé pardon. Est-ce que cela veut dire que vous ne vous reprochez rien, professeur? Je suis tout de même, dans une certaine mesure, disciple d'Einstein. Il n'y a pas d'absolu. Je ne peux pas dire non, car je faisais partie d'une équipe. D'abord, j'avais une équipe gouvernementale. Et bien que l'équipe de la direction politique me rejetait à chacune de mes tentatives,
je peux, à la rigueur, me sentir tout de même solidaire, car j'ai eu à former des jeunes à la salle d'information. Tous les dimanches matins, j'ai essayé d'éduquer les jeunes. J'ai créé l'action de rénovation rurale pour essayer d'éduquer les jeunes. Et si ces jeunes ont été mal éduqués parce que la direction politique a repris toutes ces activités à son compte, je me sens tout de même responsable, car je faisais partie de cette équipe. Mais tout à l'heure, j'ai entendu un de vos collègues rappeler ce tribunal de 1969 et d'une manière pêle-mêle indiquer que était collectivement coupable et a indiqué tous nos noms, sauf un, celui du président Massamba Deba. Car dans ce jugement, tant que ma mémoire est bonne, il a été dit que le président Massamba Deba et son premier ministre n'étaient pas coupables des faits qui leur étaient reprochés. Toutefois, et c'est là d'où revient la notion de responsabilité collective. Ceci est très important, car je pense qu'on aurait dû, tout en donnant, en actualisant, si vous voulez, les faits, les nouveaux faits apportés par ceux qui étaient impliqués dans cette affaire, nous faire revivre l'ambiance de 69, ce qui s'est dit dans la salle. Ça aurait été très important et beaucoup plus instructif pour nous. Et cela aurait permis de comprendre ma réaction devant ces réactions politiciennes. Parce que j'estime que tout ce qui s'est dit contre moi a été injuste. Professeur Lissouba, s'il vous plaît. Que pensez-vous donc finalement des assertions de M. Bindi contre vous? Contre moi, je ne sais pas ce qu'il a dit contre moi, parce que j'ai cru entendre qu'il aurait vu mon directeur de cabinet ensanglanté. Ceci était une affabulation, car j'avais tout de même une certaine dignité et je ne pouvais pas permettre que mon directeur de cabinet, tout au moins mon directeur de cabinet ne pouvait pas se permettre de venir chez moi avec du sang. Alors là, il y a quelque chose qui est fabuleux. Mais il y a également un petit fait, car en regardant les choses, puisqu'après qu'il ait dit tout cela, j'ai essayé de refaire revenir en mémoire un peu cette journée tragique. Ben, il m'a semblé que, sauf erreur, l'erreur est humaine de ma part, mais je crois que là, je peux donner des faits précis. Monsieur Vanden est resté avec moi, je crois, autour de 1h du matin dans mon bureau. Parce que j'avais l'ambassadeur d'Alger et l'ex-ministre de Lumumba, monsieur Thomas Kanza. Et il était question de le faire s'évader. Alors, le président avait demandé à son conseiller, M. Mabungu, de préparer les documents pour, pas s'évader, mais enfin partir le plus clandestinement possible, car nous avions Tchombé à nos flancs et il n'était pas tendre. Et tous ces documents avaient été volés, il y avait eu un cambriolage chez M. Mabungu. Cambriolage politique, parce qu'on a raclé tout ce qui est trait à ce voyage des lumumbistes que nous devions envoyer. Alors le président me dit, écoute, il faut coûte que coûte les faire partir d'ici, parce que ce cambriolage, c'est une sorte d'alerte. Et nous nous sommes donc mis à travailler sur ce dossier, et M. Vanden, qui était des PTT, nous a aidés dans les transmissions, etc., etc., car il fallait que l'ambassadeur algérien parle en arabe pour essayer d'éviter toute évaporation de notre entreprise. J'aimerais bien qu'on revienne maintenant sur la conférence nationale. Comment vous voyez finalement la période de transition, à votre avis? Mais la période de transition est, à mon avis, tributaire de deux choses. Si la conférence nationale se ressaisit, c'est-à-dire qu'il pense qu'il n'est pas souhaitable de fournir à notre peuple, après à peu près 3 mois de travail, avec une dépense qui sans doute va dépasser le milliard et de loin, ne lui fournir qu'un calendrier électoral, ne lui fournir qu'une constitution. Je pense que ce ne sera pas suffisant. Je pense que la conférence nationale devrait lui offrir quelque chose d'autre. Et au moins pour que notre peuple profond se rende compte que, enfin, quelque chose va changer. Alors, quel est ce quelque chose? Ça, c'est le premier aspect. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un capital confiance. Car dites-vous bien que l'extérieur ne nous jugera pas simplement à travers la documentation que nous allons sortir de la conférence nationale.
Elle va juger également par, si vous voulez, notre sérieux à nous concentrer sur les moyens, pas simplement les moyens matériels, pas simplement l'argent, mais ce capital confiance qu'on donne à un responsable pour qu'il puisse gaillardement affronter les négociations qui seront très difficiles, etc. Vous me posez la question de savoir quel est ce quelque chose. Je pense qu'il faut leur offrir quelques éléments du développement qui peuvent espérer faire décoller, non pas décoller pour le développement, mais décoller pour sortir de cette stagnation. Oui, professeur Ali Souba, excuse-moi Bitala, puisque nous y sommes. Nous avons reçu sur ce plateau M. Ange-Edouard Pongui, ancien Premier ministre. Il nous a lâché une information qui, à mon avis, mérite d'être creusée. Il a dit en passant que nous étions pratiquement en cessation de paiement. Alors, vous imaginez également les dépenses énormes que nous sommes en train, que l'État est en train d'engager pour cette conférence. Il serait difficile pour ce gouvernement de transition. En fait, comment entrevoyez-vous finalement la mission de ce gouvernement de transition dans cette période où, de déliquescence financière où, comme j'ai l'habitude de le dire, notre économie bat de l'aile? Deux choses, je vais sans doute me répéter pour peut-être mieux me faire comprendre. Cessation de paiement, ce n'est pas un problème irréversible. C'est un problème que l'on peut aborder calmement avec un capital confiance. Je me présenterai, il ne s'agit pas d'un problème technique, entendons-nous bien. Non, ce n'est pas un problème uniquement technique. Il s'agit d'un problème politique et pour lequel l'interlocuteur qui est devant vous est également un politique. Celui-là, politique, voudra absolument faire un peu ce que vous êtes en train de faire, savoir si mes reins sont solides. Je fais allusion à celui qui serait l'interlocuteur en face. Si ce que je dis, les engagements que je suis appelé à prendre, seront suivis demain. Si on a l'impression que c'est du mouvant, du sable mouvant, en face, ils nous donneront absolument rien et nous allons continuer à aller de dépravation en dépravation. Donc il y a là une responsabilité très importante. Je répète, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas simplement un problème économique, c'est un problème de confiance et un problème politique. Ces deux éléments affichés, nous pouvons parfaitement bien, dans les premières heures de la transition, convier l'heureux élu ou le malheureux à qui vous allez confier les responsabilités de conduire cette transition, d'aller affronter les décideurs, etc., et d'essayer d'aider le Congo. Alors, pour revenir un peu à l'introduction de mon confrère Bertin Osenza qui parlait de la nouvelle génération, car ces jeunes, ils sont très nombreux qui nous suivent en ce moment et qui vous connaissent très très mal dans la mesure où vous êtes resté absent pendant longtemps du pays. J'aurais bien voulu vous poser une question de politique fiction, tout simplement. Monsieur Pascal Lissouba, les Congolais vont aux urnes. Ils vont choisir le président de la République au suffrage universel direct. Élu Pascal Lissouba, que faites-vous? C'est véritablement de la politique fiction. Et non, laissez d'abord les Congolais faire leur choix d'une manière... je suis pudique, ça ne me convient pas de répondre à telle question par anticipation. Mais Pascal Lissouba vous a soumis, mesdames et messieurs, une réflexion. Une réflexion qui est centrée sur deux points et pour lesquels... je pense qu'une discussion est inutile tant le bon sens fait qu'on peut les accepter pratiquement sans discussion. Je pense qu'il faut que nous nous orientons vers une société technologique. Ceci me paraît important. Autrement dit, vous allez déjà là dans votre projet de société. Votre profil. C'est cela et pas tout à fait cela. Je vous ai donné mon profil, vous avez vu que en dehors de la science, j'ai eu tout de même d'autres centres d'intérêt. Mais nous ne pouvons pas, si vous voulez, aider nos jeunes si nous ne leur donnons pas les moyens de s'exprimer eux-mêmes.
pas simplement des moyens d'expression, cela vous les avez, mais les moyens de s'exprimer eux-mêmes. Aujourd'hui, pour être, ou hier, à votre guise, pour être ministre, il fallait être bien né par rapport à tel ou tel responsable du moment. Mais moi, j'ai eu l'impression que je n'ai pas été choisi pour mon ethnie, j'ai été choisi en raison de ce que j'avais déjà fait, certaines preuves que j'avais fournies à mes aînés, et ils m'ont lancé, comme je viens de vous le dire. Pour les jeunes, c'est la même chose. Il va falloir qu'ils apprennent à s'exprimer eux-mêmes, et nous avons un certain nombre d'outils scientifiques qu'il faut absolument mettre à leur disposition. Vous verrez que les jeunes seront heureux, parce qu'ils vont apprendre à créer, apprendre à gérer leur propre vie, et bien entendu le développement de leur pays. Justement, ces jeunes sont un peu surpris par le fait que la joute oratoire qu'il y a souvent à la conférence nationale aboutisse à une espèce d'impasse. La formule consacrée, ce sont les studs qu'on s'envoie ici et là, mais très peu de formations précisent aujourd'hui leur projet de société. Et vous avez été justement le premier à déposer votre projet. Alors, est-ce que cela dévoile déjà vos ambitions? Mais l'expression de ce que l'on peut ne peut pas être qualifiée d'ambition. Si je me suis permis de faire ce document, vous l'avez rappelé, même si c'est tardivement, mais nous l'avons rappelé, je suis actuellement directeur à l'UNESCO, où j'ai en charge, si vous voulez, la vulgarisation de la science et de la technologie dans toute l'Afrique, pas simplement dans notre pays. Et j'aurais souhaité privilégier l'Afrique. Actuellement, le Kenya est très privilégié parce que nous y menons un certain nombre d'activités qui sont, à mon avis, porteuses, et nous pensions les exporter progressivement dans les autres pays, et mon pays, j'ai pensé qu'on pourrait le privilégier. Donc, ce que j'ai proposé, c'est ce dont je suis capable de faire. Mais d'autres peuvent le faire, bien entendu. Il y en a d'autres qui sont mieux outillés que moi, ou peut-être mieux informés dans certains domaines que moi, ils peuvent le faire également. Mais je peux donc le faire. C'est pour ça que j'ai fait ces propositions. Parce qu'on risque de me donner un défi. Bon, fais-le. Mais je suis prêt à prendre le défi si un capital confiance important est donné à quelqu'un. Vous ne pouvez pas prendre de telles responsabilités sans une confiance de votre peuple. Croyez-vous que c'est plus important que la formation des partis? Parce qu'en fait, à ma connaissance, vous n'appartenez à aucune formation politique. C'est très important, les partis. La formation des partis est très importante. Elle est très importante à une condition, c'est que nous puissions convenir que la tâche principale du parti, ce n'est pas la course au pouvoir. Ce n'est pas prendre le pouvoir. La tâche principale du parti, c'est d'abord former les masses. Or, ceci, me semble-t-il, ne pourra subvenir que lorsqu'une certaine clarification sera faite dans notre société. C'est-à-dire qu'il y ait des élections, que chaque parti puisse avoir son poids, sache ce qu'il vaut comme poids dans la nation, et à partir de là, il pourra peut-être s'ordonner pour faire cette formation. Tel habituellement, je crois que nous avons une série de questions là, qui ont été envoyées par des téléspectateurs, mais avant d'arriver là, je voudrais quand même poser au professeur Lissouba la question sur le niveau des débats à la conférence. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Mais en deux mots, je pense que sous les réserves que j'ai déjà indiquées au début, le niveau de la tenue est au moins la journée d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop de huées, etc. On a écouté avec beaucoup de gravité. Il n'y a pas eu d'applaudissements après chaque audition, comme cela s'est fait durant les précédentes semaines. Et je pense que jeunes ou non jeunes, comme nous autres, avons apprécié cette dignité. Alors, professeur Lissouba, une dernière question, ça me concerne, une dernière question, mais enfin, je crois que avant qu'on arrive aux questions que nous avons répertoriées, nos questions et questions de nos téléspectateurs, je voudrais quand même que vous abordiez en 2 ou 3 minutes la question du tribalisme. Qu'est-ce que vous en pensez du tribalisme dans notre pays? Oui, j'ai consacré une réflexion là-dessus et compte tenu des contraintes de notre temps, je pense que c'est très difficile. J'ai qualifié en son temps le tribalisme de solidarité primitive. Bon, certains collègues comme Obenga m'en ont fait grief en disant qu'elle n'est pas primitive, elle est première. Bon, passons sur
sur la forme. Je pense que le tribalisme est essentiel parce que c'est un élément de notre culture, la tribu. Mais si cet élément de notre culture est utilisé à des fins limitées, si vous voulez, ça devient un danger. Mais le conseil que j'ai toujours prodigué à mes jeunes et que j'ai toujours mis en moi-même comme ligne de conduite, il faut accepter le tribalisme et non chercher à le nier. Car tous les chefs d'État que j'ai vus et qui ont cherché à nier cette réalité, en réalité, ils ont fait pire que s'ils avaient accepté le tribalisme pour mieux le dépasser. C'est-à-dire utiliser le tribalisme pour mobiliser une certaine fraction de leurs compatriotes et non pas pour les utiliser comme étant, si vous voulez, une clientèle. Alors, vous avez parlé de votre expérience sur le plan international. J'aimerais revenir un peu sur les aspects économiques. On nous a fait un bilan, un tant soit peu... Bon, ça dépend de quel côté on se trouve, mais manifestement, il a été globalement négatif, le bilan du gouvernement, les 5 dernières années. Et on a beaucoup parlé de la braderie de l'économie congolaise. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment lorsqu'on parle de brader l'économie du pays? Voyez-vous, lorsqu'on développe un pays, ce n'est pas simplement une question d'argent. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Ce qui manque dans nos pays, c'est le problème de la gestion. Les anglo-saxons ont un mot que je préfère. Je préfère le mot management. Parce qu'il couvre à la fois les aspects économétriques, de gestion, etc. Il relève et il projette cette couverture sur les problèmes d'éthique. Voyez-vous, quand on dit un manager, c'est quelqu'un qui s'est ordonné, qui s'est organisé, etc. Cette notion, la finesse de cette notion ne se retrouve pas dans celle de gestion. Ceci est le point faible de notre développement. Braderie, mais c'est pratiquement être inculte au point de vue du management. Alors justement, à propos de cette braderie-là, aujourd'hui, on décrit une situation dans le pays, c'est celle de donner des permis d'exploitation à des sociétés pétrolières pour une longue durée. Nous avons essayé de faire nos recherches et nous avons pu mettre la main sur une ordonnance qui donne l'occasion à une société qui s'appelle ERAP. Elle est l'ordonnance est le numéro 968 du 29 novembre 68, donc, agréant la société entreprise de recherche et d'activité pétrole ERAP. Et je vous lis l'article 3 parce que c'est assez long. Le bénéfice du régime précisé est accordé pour une durée de 23 ans à compter du 17 octobre 68. Fait à Brazzaville le 29 novembre 1968 par le Premier ministre chef du gouvernement, ministre du Plan Pascal Lissouba. Nous sommes donc en 1968. Le ministre du Commerce et des Affaires économiques, de l'Industrie et des Mines, Jean de Dieu Nitou. Pour le ministre des Finances et du Budget, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et du Travail, maître Aloïse Moudine Massengo. C'est une ordonnance qui remonte au 23 ans, c'est-à-dire jusqu'à 93 manifestement. Est-ce que ce n'est pas une preuve de brader l'économie, M. Lissouba? Non, ce n'est pas une preuve de brader l'économie. Nous étions en 68, les gisements devaient d'abord faire une prospection pour s'assurer qu'il y avait effectivement du pétrole. Cela demande des engagements financiers importants. Ces gisements devaient faire recourir à la technologie la plus sophistiquée pour éviter des dangers, pour éviter que cette entreprise ne puisse se casser en cours de route. Ceci appelle des frais importants. Ces gens-là ne sont pas des philanthropes. Il faut qu'ils rentrent dans leur fonds. Et puis, il me revient une anecdote à ce sujet de cette affaire. Nous étions dans des difficultés financières extraordinaires car je venais au gouvernement et je vous ai rappelé l'épisode, on m'avait demandé d'être Premier ministre, j'avais refusé, mais à cette époque-là, on n'avait pas encore désigné le nouveau Premier ministre puisque moi je me refusais. Et il nous fallait absolument des moyens. Sinon on était, vous avez dit, en situation de paiement.
Je me suis trouvé donc à Paris pour négocier cette affaire et je demandais qu'on me donnât 500 millions CFA de l'époque. Et toutes les compagnies pétrolières me faisaient comprendre qu'ils ne pouvaient jamais donner plus de 250 millions pour ce genre de transaction. J'ai indiqué que j'avais beaucoup de difficultés dans mon pays. À moi, je vais toujours droit au but. Je dis ou c'est ça ou c'est rien. Et je fais jouer la petite connaissance que le général de Gaulle avait pour moi, pour des raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et le général de Gaulle a donné ordre à M. Guillaume, qui était à l'époque à Elf, ok, donner au Premier ministre du Congo, bien qu'ancien Premier ministre, on gardait quand même l'appellation, donnez-lui satisfaction. Et on m'a donné les 500 millions. Le responsable de cette, qui est venu me voir, il avait son crayon à la main, il avait le chèque. Et il me demande, à quel compte voulez-vous qu'on verse cet argent? Je lui ai dit, parce que vous allez me faire comprendre, me faire croire que vous ne connaissez pas l'adresse du Trésor congolais. Messieurs, si réellement nous voulions brader, nous ne nous comporterions pas comme ça. Non. Nous avions fait cela en tenant compte des intérêts majeurs de notre pays. Il fallait faire un calcul rapide de rentabilité, voir ce que ces gens-là introduisent comme investissement. Il faut qu'ils rentrent dans leurs fonds, et c'est normal. Nous sommes en démocratie, la libre entreprise doit être la règle. Et la libre entreprise, c'est gagner de l'argent d'abord. Alors c'est ça un peu qui fait peur justement, parce qu'aujourd'hui on nous parle de la démocratie, mais on oublie peut-être un peu que c'est le moins mauvais des systèmes, comme dirait l'autre. C'est le moins mauvais, c'est exact. Exactement. Alors, il doit avoir une dure épreuve qui nous attend, la concurrence. Mais je vous l'ai dit au début. Alors, est-ce que ce genre d'ordonnance est encouragé à l'avenir? Écoutez, nous avons maintenant, c'était 68, le Congo avait 8 ans en gros d'indépendance. Il traversait une crise importante. Nous n'avons pas encore cette, et je m'en réjouis, cette importante masse de jeunes cadres bien formés dans ces domaines-là, et encore je ne sais pas si dans ce domaine-là précisément il y a beaucoup de cadres, car dites-vous bien qu'on les trie au volet. Mais nous pourrons encourager cette formation. Et je crois décemment que avec les nouvelles générations, on pourra mieux faire l'évaluation de ce genre de choses. À cette époque-là, je ne pouvais pas aisément faire une évaluation compte tenu de la pression du temps, de la pression des événements. Il faut faire une évaluation de l'entreprise, des programmes, des projets qu'on fait avant de les lancer, etc. Nous allons en arriver aux questions des téléspectateurs, parce qu'on va vers la fin là. Quelles sont vos ambitions politiques actuelles? Bon, vous avez répondu à cette question, je crois. Je pense y avoir répondu. Deuxième question, vous auriez réuni des responsables du RDPS et de l'UNDP pour un compromis d'union. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est évident, c'est tout à fait normal, étant donné que ces deux formations ont la même base sociale, ont la même base militante. Cela entraînait des conflits absolument. Mais rendons-nous compte de ce que va devenir les élections demain. Parce que j'en ai vu des élections en 58. Des maisons brûlaient. Et les stigmates de l'époque sont encore vivaces dans certains esprits. Alors voulez-vous que notre pays aille vers cette espèce de flambée de violence, etc., simplement pour un poste politique? Non, j'ai pensé qu'il fallait que je ramène mes jeunes compatriotes à la raison et qu'il ferait mieux de s'unir pour affronter leur développement en ayant en tête plutôt le programme que les individus. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi? Non, mais il ne suffit pas d'avoir simplement le sentiment de réussir pour entreprendre. Il faut entreprendre et persévérer dans son entreprise dans la mesure où on sait qu'elle est juste. Quel avenir réservez-vous aux différentes formations politiques nées en dehors du Parti congolais du travail? Je veux parler des partis politiques. C'est le peuple congolais qui va décider. Je ne peux pas répondre à sa place, car ce sont les urnes qui vont révéler ce qu'ils sont. Et à partir de là, vous verrez que le paysage politique du Congo va se clarifier. Et il y aura des luttes d'idées et non plus de luttes
de clan. La dernière question de M. Malonga Massamba, qu'est-ce qui peut pousser les gens à se retrouver pour un projet de société sur la base géographique? Non, sur la base géographique, ce n'est pas vrai. La première chose qui pousse M. Massamba, Malonga Samba, pardon. Oui. La première chose qui pousse les gens, c'est d'abord l'intérêt. On mobilise les gens sur la base de leur intérêt. Si ici n'ont aucun intérêt, ils ne se mobilisent pas. Si cet intérêt a des limites géographiques, ils se mobiliseront dans ce contexte de limites géographiques. Si cet intérêt est dans des limites de la nation, ils se mobiliseront en conséquence. C'est l'intérêt qui mobilise les gens. Un projet bien présenté va, si vous voulez, susciter l'intérêt de tout un chacun, pas forcément de vous, mais ça peut être d'autres personnes et ils vont l'agréer. Mais je crois que M. Malonga Massamba fait un peu allusion à ce document que j'ai présenté qui parle de la décentralisation. Il est bien évident que la décentralisation, il faut bien lui donner une base, il faut bien lui donner une structure. Et bien cette structure, j'ai pensé que pour simplifier, ce seraient les régions actuelles, les régions administratives actuelles. C'est peut-être pour ça qu'il... Vous seriez donc en faveur de gestion autonome de ces régions? Oui, le texte présenté par la conférence ne me plaît qu'à moitié, parce qu'il est dit décentralisation administrative. Le mot administrative est de trop. Il faut parler d'une décentralisation. Car, dites-vous bien, je vais vous donner un exemple simple pour nous clarifier les idées. Le Congo a un budget d'investissement d'environ 50 milliards. Ce sont des chiffres qu'on m'a donnés, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont exactement fins. Vous avez fait la science-fiction, alors faisons de la science économique, la fiction économique. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces 50 milliards? Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais incriminer personne car la gestion est très difficile. L'art est difficile. Le parler, c'est facile, mais l'art est très difficile. Ces 50 milliards, très souvent, bon, vous avez entendu parler des surfacturations, etc. Ça a servi pratiquement à cela. Je pense qu'on peut dire une chose. Si de ces 50 milliards, on prenait la moitié qu'on décentralise dans les régions, chaque région aurait, bon an, mal an, environ 2 milliards. De mémoire d'homme, de mémoire de Congolais, ce serait la première fois qu'on verrait une telle injection dans une région. Pourquoi faire cela? Pour faire accepter ce que vous dites ici. Et résoudre leurs problèmes de base, résoudre leurs besoins et, pourquoi pas, amorcer leur développement dans ce contour géographique. Mais cela ne veut pas dire que les promoteurs de cette région ne pourront pas aller ailleurs. Mais ce serait extraordinaire. Bien sûr, ça appelle beaucoup de contraintes que je ne mentionne pas étant donné le temps, mais ce serait une orientation, me semble-t-il, assez décisive. Non, mais nous allons poursuivre sur les questions des téléspectateurs. Non, je voulais juste un peu m'arrêter une petite seconde sur l'aspect décentralisation, qui, à mon avis, constitue également une lourde machine administrative et même financière. Je le dis en toute connaissance de cause. Le professeur Lissouba connaît bien la France. Vous savez qu'en France, il y a eu une loi sur la décentralisation et qui, à terme, s'est avéré un peu comme un goulot d'étranglement parce qu'après, ça a créé des ghettos, ça a créé... Il y a des régions qui n'ont pas réussi à s'autogérer. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être encore revenir un peu sur le schéma traditionnel. Mais enfin, ça, c'est un débat qui risque de nous amener un peu trop loin. Non, pas du tout. Je voulais simplement aussi ajouter, monsieur le professeur Lissouba, que à propos du tribalisme, parce que ça me paraît un peu plus important, à propos du tribalisme, est-ce qu'à votre avis, vous, à la place, vous auriez souhaité prendre des mécanismes constitutionnels pour juguler ce fléau? Parce que déjà dans le projet de constitution, on parle d'une journée, par exemple, de la concorde nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense du bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas refuser une journée de concorde, étant donné les déchirures que nous animons en ce moment. Est-ce que vous pouvez proposer un peu plus que ça, vous? Non, je pense que le développement serait le meilleur garant pour une concorde nationale. Parce que le développement, il ne faut pas le voir simplement piocher, vendre, etc. Le développement, c'est également se projeter en avant. Et dans les limites d'une région, le développement risque tout de suite d'être étriqué et on est obligé de se développer, d'avoir des attaches avec les autres, d'échanger avec les autres, etc. Je pense que le développement est en soi déjà un remède au tribalisme. On ne peut pas faire des lois sur le tribalisme car il s'agit d'un problème culturel et qu'il faut évider, qu'il faut essayer d'évacuer
de manière avec l'aide des problèmes de la maîtrise de la culture et non pas par des méthodes bureaucratiques. Massamba Thomas Pointe-Noire, le professeur Pascal Lissouba peut-il expliquer la République du Cristal qu'il avait annulée en 1965? Non. La République du Cristal risquait de devenir un État dans l'État. Je pense que c'est l'appellation qui était mauvaise. Nous avions la République du Congo, et dans la République du Congo, vous allez avoir la République du Cristal. Je me demande quelle cacophonie, comment est-ce qu'on peut gérer une telle chose. Mais ils auraient fait région du Cristal ou quelque chose comme ça là, il n'y a pas de problème. S'ils veulent la refaire, ils peuvent toujours la refaire. Mais je me demande même si maintenant, ils présentent République du Cristal, si elle sera admise. Lolo Jules Pointe-Noire, si la conférence vous fait confiance, pouvez-vous rester pour vous occuper de votre pays au lieu de repartir? Mais bien entendu, je suis congolais, je suis à la disposition de mon Congo, c'est pour ça que je suis venu. Que pensez-vous de l'ordre du jour adopté aujourd'hui? C'est Ambolo, il est de Brazzaville. Ambolo, tout simplement. Que pensez-vous de l'ordre du jour adopté aujourd'hui? Oui, il est un peu lourd, à mon avis, et je ne sais pas si il y a beaucoup de difficultés dans cet ordre du jour. C'est qu'on voit les activités d'une manière, me semble-t-il, un peu parcellaire. Mais c'est l'inconvénient que vous voulez. En effet, le développement, quelqu'un d'entre vous deux l'a dit, le développement n'est pas quelque chose de parcellaire, le développement c'est quelque chose d'intégré. Alors lorsqu'on met l'économie d'un côté, on met la science et la technique de l'autre côté, on se demande à quel moment on va développer l'économie par la science. Vous êtes certainement le seul à avoir perçu cet inconvénient, mais je l'ai dit d'entrée de jeu, cet ordre du jour a été adopté par acclamation et debout. Qu'est-ce que cela vous a fait comme impression? Vous savez, c'est la magie des mots. Et il en est ainsi toujours lorsqu'on se trouve dans des grandes foules. Lorsqu'on se trouve en foule, le détail ne compte pas. Mais c'est l'application, et c'est peut-être notre rôle à nous d'essayer d'arranger ceci. Je vais vous prendre juste un petit exemple. Vous avez actuellement l'université. Tout le monde critique cette université qui est en dehors du secteur productif. L'université, et j'ai même écouté les critiques de la bouche d'un ministre disant « à la limite, l'université ne sert à rien ». Or, quelle erreur! L'université, si nous la mettons en liaison avec le secteur productif, peut devenir un volant de développement extraordinaire pour le pays. Alors, il faut que ce soit ensemble. Et dans ce document d'ordre du jour, ce lien manquant, nous risquons de continuer à faire de l'université qu'il est, bien sûr, on a dit, politique de la science et la technologie. Mais le mot université n'est pas sorti. Bien sûr, on me dira qu'on ne peut pas faire la science en dehors de l'université, mais je réponds qu'il y a des centres de recherche tout autour de Brazzaville et on n'en a pas parlé. Mais je pense que nous essayerons d'y contribuer de notre mieux pour tenter de redresser ce qui peut l'être et si la conférence l'accepte. Et puis, mademoiselle Evelyne Mbunguna de Telamio qui pose 3 questions, je vais vous le lire à la queue leu. Êtes-vous prêt à diriger le gouvernement de transition? Vous êtes parmi les anciens dirigeants de notre pays. Quels souvenirs concrets ou mauvais gardez-vous du monopartisme? Croyez-vous à la mort du tribalisme après la conférence nationale? Bon, on a déjà répondu. Et puis, M. Mbungu Michel, pour n'oublier personne, car vous comprenez bien l'intérêt que suscite un peu ce débat. Il y a donc manifestement beaucoup de téléspectateurs qui sont intéressés et qui nous envoient des petits coups de fil ou des bouts de papier. Donc, question à Pascal Lissouba. Quand on écoute les conférenciers et on lit leurs discours, on est frappé par ce qui apparaît comme une contradiction. Ils n'arrêtent pas de dire au peuple congolais que la situation est mauvaise, que l'administration est déficiente, que le travail est insuffisant, les mauvaises habitudes. Et... Bon, je résume un peu. Est-ce que cela vous permet d'être vraiment optimiste? Bon, l'UNDP et RDPS, la question a déjà été posée par un autre. Et puis, quel sentiment auriez-vous si le PCT gagnait les élections? Il ne précise pas de quel genre d'élection c'est. Mais écoutez, on gérera cette contradiction au moment où ça le sera. Mais pour l'instant, il est difficile de faire. Alors là, la prospective de cet ordre-là est compte tenu, à en juger par l'ambiance dans la salle. Mais tout est possible. Vous savez, le peuple vous réserve parfois de ses tours. Ils ont un bon sens. On l'ignore un peu, peut-être, au Palais des Congrès. Absolument, absolument. Il peut jouer de petits tours à tout un chacun là et ce sera un coup de fouet pour que les gens peut-être se remettent un peu les pieds sur terre. Est-ce que ça veut dire que vous croyez au coup tordu? Non, pas forcément, mais enfin, il y a beaucoup de bon sens dans... Vous savez, je suis un paysan et ils ont un bon sens redoutable.
Et ils vous écoutent, ils analysent, et ils vous prendront au moment où vous y attendrez le moins. Pour revenir à ceci, bon, il y a, pour ce qui est de revenir à la mort du tribalisme, non. La mort du tribalisme va se faire par des actions culturelles. Mais ce ne sera pas une mort. Et il n'est pas souhaitable qu'elle meure comme on pourrait l'entendre enterrée, qu'on n'en parle plus. Non, parce qu'il s'agit d'une forme de diversité. Et vous avez rappelé que les biologistes aiment bien la démocratie. Je vous dirais simplement que pour un biologiste, l'homogénéité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Il faut que notre peuple vive, il faut que son génie s'exprime dans toute sa diversité. Alors, il ne faut pas tuer le tribalisme au sens brutal du terme. Il faut laisser s'exprimer notre population et surtout son génie. Professeur Lissouba, une dernière question qui nous vient de M. Constant Omobolo de Brazzaville. Que pensez-vous de cette affirmation qui stipule que le développement du Nord Congo passe par le développement du Sud? Non. Le Nord Congo est habité par des populations que j'aime bien, que je connais bien, car j'étais moi-même responsable de la région de la Cuvette et j'ai moi-même vécu j'ai parcouru la région de la Sanga d'une manière assez assidue. Et je pense que le développement doit être laissé aux bénéficiaires des actions de développement. C'est eux-mêmes qui doivent se déterminer. C'est eux-mêmes qui doivent orienter et décider de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas téléguider le développement, parce qu'à ce moment-là, on développe la mentalité de mendicité. On voudrait que on donne tout, etc., etc. Il faut qu'ils se développent eux-mêmes. Donc, le Nord Congo doit puiser dans son propre génie, le génie de son peuple, tous les moyens, tous les artifices pour se développer. Et que va faire l'État? L'État va aider, va donner le coup de pouce à ces populations, pour aller de l'avant, etc. Mais nous ne pouvons pas dire que le développement d'une partie du pays est lié à tel autre pays. Non, ce n'est pas cela. Pascal Lissouba, le mot de la fin. Mais je suis un peu pris de court car j'étais au développement, etc. J'espère simplement, et de tout cœur, que la conférence nationale aboutisse sur l'établissement de la démocratie et que cette démocratie puisse être irréversible. Flashback. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à Pascal Lissouba. Merci d'avoir été les nôtres ce soir. Merci aussi pour votre fidélité à l'émission Grand Angle. Pensée du jour. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Point de citation. Albert Einstein. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, toujours avec le même plaisir et surtout portez-vous bien.